Merci, Dr Nassiri, merci, cher ami. Donc, c'est à notre tour maintenant de parler de l'avis du traumatologue dans les ruptures de ligaments croisés antérieurs, après l'avis de la médecine physique de réadaptation fonctionnelle, et le Dr Ben Yahya. Donc, moi, j'aimerais bien que Ben Yahya soit là, il est où? Parce que pratiquement, on parle dans le même sens avec quelques variations ensemble. Mais lorsqu'on reçoit un malade qui présente une rupture de ligament croisé antérieur, se posent les trois questions en fait. Majeures, qui sera opéré? Quand on va l'opérer? Quelle technique utiliser? On va voir qu'il y en a plusieurs. Et on va dire un petit mot sur l'évolution du greffon du LCA, puisque on remplace un ligament inerte, dévascularisé, on le met dans le genou, qu'est-ce qu'il va devenir après? Donc ici, vous voyez sur la photo Amin Harit avant la Coupe du Monde. Il a eu le malheur de faire une rupture du ligament croisé antérieur. Donc lorsqu'on fait la consultation, on reçoit énormément de types de patients. Que ce soit des sujets jeunes, actifs, sportifs, professionnels, jouant dans un club, des sujets donc, qui ont une profession qui est forcée, qui est dure, ils ont besoin de leurs genoux, ou bien des patients 40 ans, 50 ans, 60 ans, travailleurs dans un bureau, et donc le raisonnement de l'indication chirurgicale devant une rupture du LCA différerait certainement du premier patient que au deuxième patient. Il faudra, comme on l'a vu un petit peu dans les IRM du professeur Nasri, donc les lésions associées à la rupture du ligament croisé antérieur. Lorsqu'on a des lésions méniscales ou des lésions des ligaments collatéraux, ça retentit sur l'indication chirurgicale ou non de ces patients-là. On est d'accord sur une chose avec Dr Ben Yahya, que toute lésion du LCA ne nécessite pas une reconstruction chirurgicale et que l'instabilité fonctionnelle est le maître symptôme qui conduit le patient à envisager une ligamentoplastie. C'est-à-dire chaque fois qu'un patient va me dire « j'ai mon genou qui lâche, qui se dérobe, quelquefois, à chaque fois que j'ai ces termes-là, j'ai une grande chance de lui proposer une ligamentoplastie, c'est-à-dire un traitement chirurgical et non un traitement fonctionnel. Il faut savoir que lorsqu'on a une rupture du ligament croisé antérieur et lorsqu'on a une instabilité de ce genou-là va se dérober vers l'avant. Donc on aura toujours un mouvement du tiroir antérieur et il y aura toujours, donc c'est la partie postérieure du ménisque interne qui va prendre le dessus pour un petit peu limiter ce tiroir antérieur. Elle va finir par s'user et par se rompre et à ce moment-là, on aura un frottement postérieur donc de la partie postérieure du tibia avec la partie antérieure du fémur et c'est le début de la gonarthrose fémorotibiale interne. C'est pourquoi dans cette image, vous allez voir que un patient qui a depuis une vingtaine d'années une rupture de ligament croisé antérieur et ça finit par donner une gonarthrose fémorotibiale interne avec un génivarome unilatéral. Donc, il faut savoir que le risque d'arthrose avec une ligamentoplastie, il est largement diminué par rapport au risque d'arthrose sur un genou qu'on n'a pas opéré et qui présenterait une instabilité. Je parle au conditionnel toujours parce que ce n'est pas quelque chose de sûr et 100%. Le deuxième principal facteur qui va un petit peu induire ou nous obliger ou nous emmener vers une ligamentoplastie, c'est le statut du ménisque et notamment le statut du ménisque interne. Il faut savoir que la lésion méniscale, à elle seule, comme a dit le professeur Daoudi, peut entraîner, ou entraînerait certainement lorsqu'on fait une méniscectomie, une arthrose, d'où le terme de préserver le ménisque, sauver le soldat Ryan qui est le ménisque, ça c'est le plus important. Et pire que ça, lorsqu'on a un ligament croisé et un ménisque interne, chaque fois qu'on fait une ligamentoplastie et une méniscectomie interne associée, on a 80% de lésions radiologiques dégénératives. C'est-à-dire qu'on va revoir ces patients au bout de 5 ans, 10 ans, on a une radio qui change, un petit pincement, même si ce n'est pas symptomatique. Et que chaque fois qu'on fait juste une ligamentoplastie, ce risque de modification radiologique arthrosique dégénérative est juste de 8%. Ça veut dire que le ménisque, chaque fois qu'on a une lésion méniscale, il faudra
opérer le ligament croisé antérieur et réparer le ménisque pour diminuer ce risque d'arthrose. Ceci a été démontré par plusieurs études prospectives et rétrospectives où, lorsqu'on a une ligamentoplastie sur un LCA isolé, il y a des études qui ont montré 0% d'arthrose. Ça veut dire que la ligamentoplastie peut sauver un genou. Et chaque fois qu'il y a une lésion du ménisque médiane, ce chiffre peut aller jusqu'à 50%. Globalement, la reconstruction des LCA n'empêche pas la survenue de l'arthrose, on l'a vu. C'est vrai que ça diminue le risque, mais ça ne protège pas contre l'arthrose. Et toute rupture du LCA, comme ça a été démontré par certains médecins, notamment l'étude de Kessler, ne conduit pas à l'arthrose. Et que, sincèrement, l'arthrose est la conséquence d'une instabilité antérieure et de lésions méniscales associées concomitantes à la rupture du LCA ou secondaires à la rupture du LCA. Il faut savoir qu'un genou instable, s'il n'est pas opéré, on aurait 100% d'arthrose à 25 ans. Ça, c'est sûr. Donc, une fois on a posé l'indication d'une opération, est-ce qu'il faudra opérer ces patients rapidement? Les patients qui viennent nous voir avec une IRM déjà, une rupture du LCA, on leur a parlé de la ligamentoplastie, ils sont prêts à se faire opérer le lendemain. Et à ce moment-là, il faudra les refouler, les maîtriser, les rassurer. Pourquoi? Parce que si on opère rapidement, certainement qu'on aurait une arthrose, une raideur, pardon. Si on opère dans la semaine qui suit la rupture, il y a 18% de risque d'avoir une raideur de son genou en post-opératoire. C'est un genou qui serait difficile à rééduquer, difficile à assouplir. Si on l'opère après un mois, on aurait 6% de risque de raideur. Donc, l'augmentation du risque de raideur post-opératoire d'arthrofibrose, il est là si on l'opère rapidement le patient. Il faut savoir le calmer. Généralement, c'est des sportifs, soit quelquefois de haut niveau, qui demandent à se faire opérer pour qu'ils retrouvent les terrains le plus vite possible, ou des travailleurs indépendants, des salariés. Donc, ils viennent nous voir, il faut que je me fasse opérer, je ne peux pas attendre 4 semaines, 6 semaines. Et donc, il faut leur expliquer le risque important de raideur. Autre élément qui va nous induire une opération en urgence, quelquefois malgré le risque de raideur du ligamentoplastie précoce, c'est la présence d'une lésion méniscale instable et surtout l'anse de saut. Si je reçois un patient qui a une rupture de ligament croisé antérieur avec un blocage, son genou il est bloqué, n'arrive plus à faire l'extension, il est en flexion méniscale, c'est une anse de saut méniscale, malheureusement on doit l'opérer rapidement, suturer le ménisque, faire la ligamentoplastie et commencer la rééducation le plus vite possible malgré le risque important de raideur. On est obligé aussi d'opérer un ligament croisé antérieur lorsqu'on a une association avec une lésion du ligament latéral interne. C'est rare. On a l'habitude de dire que le ligament latéral interne s'apprête à un traitement orthopédique, sauf lorsqu'il présente une rupture en bas au niveau tibial avec une laxité en valgus à 0 degré en extension et un jeune sportif. C'est la seule indication. Toujours opérer un LCA en urgence lorsqu'on a une lésion du plan externe. Il est impardonnable de laisser des lésions postérieures externes évoluer. Il faut les opérer le plus vite possible. C'est le cas du patient qui présente une rupture du ligament croisé antérieur avec une laxité en varus. Donc, le LCA jamais en urgence, toujours envoyer le patient au kinésithérapeute pour des séances de kiné, jusqu'à ce qu'il retrouve un genou sec, mobile et indolore. Il ne faut pas se précipiter. Ça peut prendre 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 3 mois avant de l'opérer. Mais soyez patient, opérez un genou, jusqu'à ce que le patient vienne nous voir en marchant tout à fait normalement, en décrivant des séances d'instabilité. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, c'est le moment pour se faire opérer. Et donc, minimum 6 à 12 semaines après le traumatisme et résister aux sportifs. Donc, lorsqu'on veut opérer, ça c'est le côté chirurgical, il faut savoir qu'au Maroc, le développement de l'arthroscopie, notamment du genou, c'est le genou qui était la première articulation qui a été vue par les traumatologues, par la caméra. Il s'est fait à partir des années 1992-95.
D'ailleurs, le premier diplôme d'arthroscopie était fait en, pardon, pas 1912, mais je parle de 2002 à 2005. Le premier diplôme d'arthroscopie au Maroc, c'était 2005. 2005. Moi, j'étais le premier à avoir ce diplôme. Je pense qu'il y avait Herwash aussi. C'était 2005. C'était juste, j'ai commencé le diplôme, non, 2005-2006. 2009. On l'a fait ensemble. Tu as fait un diplôme avec moi? Ah, c'est bien. Mais dans tous les cas, il faut savoir que les ligamentoplasties sont devenues une opération de plus en plus courante. Pourquoi? Parce que ça donne de très bons résultats. Presque 90% des patients sont satisfaits dans notre opération, sans doute parce qu'il y a un développement du matériel, notamment les colonnes qui sont devenues très sophistiquées, on voit merveilleusement bien le genou, développement des méthodes d'apprentissage et développement aussi de la rééducation fonctionnelle, que ce soit les médecins de la MPR ou que ce soit les kinésithérapeutes dans les centres publics et privés. Et donc, il est inconcevable en 2023 de faire une ligamentoplastie à ciel ouvert. Elle se fait sous arthroscopie. Il reste quelques exceptions quand même lorsqu'on veut opérer un ligament croisé chez un patient qui a eu un pontage vasculaire, par exemple, mais n'empêche que tous les gestes doivent se faire sous arthroscopie. Alors, on a un ligament qui est rompu dans le genou et on doit le remplacer. Le problème, c'est qu'on doit trouver un ligament à côté pour le fixer dans le genou du patient. Et on a le choix. Fort heureusement, on n'a pas qu'un seul ligament à prendre. D'habitude, on peut prendre le tiers moyen du tendon rotulien avec une baguette osseuse rotulienne et tibiale. C'est ce qu'on appelle la technique de Kenneth-Jones, KJ. Et ce transplant, il a l'avantage d'avoir une fixation. Cette partie osseuse, on va la fixer dans le fémur après. Et cette partie osseuse, on va la fixer dans le fémur. Donc, on aura la partie tendineuse en intra-articulaire, on aura l'avantage d'avoir un contact os-os et une consolidation plus rapide. La deuxième, c'est les tendons des ischio-jambiers. C'est un petit peu particulier dans la ligamentoplastie, puisque dans la rééducation fonctionnelle, on renforce les ischios pour lutter contre la translation antérieure. Et nous, on a l'habitude de prendre ces demi-tendineux et ce droit interne, ces gracilis, ces tendons des ischios pour reconstruire un ligament croisé antérieur. Sachez que, bizarrement, le bon Dieu fait que le trajet de ces tendons, il se remplit avec la fibrose. Il y a même des gens, apparemment, qui ont prélevé de nouveau des ischio-jambiers, qui étaient reconstruits. Donc, les allogreffes, c'est-à-dire les tendons des cadavres, sont utilisés généralement lorsqu'on a un genou multiligamentaire, ligament croisé antérieur, postérieur, ligament latéral interne, externe, qu'on doit construire en un temps, on peut prendre les tendons cadavériques. Donc, les transplants utilisés généralement, le plus utilisé sont le tendon rotulien et le DIDT, les ischio-jambiers, le droit interne demi-tendineux. L'avantage du tendon rotulien, c'est qu'il est très solide, avec une bonne fixation os-os et une intégration rapide en 1 mois et demi. L'avantage des DT, c'est qu'il est très esthétique. Généralement, ça se fait avec une petite incision, qu'on ne touche pas à l'appareil extenseur. Nous sommes dans un pays musulman, si on prélève le tiers moyen tendon rotulien, on risque d'avoir quand même des douleurs antérieures à l'accroupissement, alors que le DT, on ne touche pas à l'appareil extenseur. Déjà, on a le malheur quelquefois d'avoir des grosses amyotrophies quadricipitales qu'on n'arrive pas à gérer. Alors prendre un greffon de l'appareil extenseur ou du quadriceps tendon-quadricipital, à mon sens, serait moins judicieux, d'autant plus qu'à long terme, ces deux tendons se valent en matière de résultats, en matière de résistance. Alors, lorsqu'on prend ces ligaments, ils sont très solides, plus solides que le ligament croisé antérieur natif. Mais la différence entre les deux, c'est que le LCA normal, il est élastique et le greffon, il est moins élastique que le LCA normal. Mais n'empêche qu'il permettrait de faire tous les gestes de la rééducation et un retour à l'activité professionnelle et aux activités sportives secondairement. Les méthodes aussi de fixation se sont développées. Avant, comme je le disais dans le commentaire tout à l'heure, on fixait les transplants par un fil d'acier sur une vis. Maintenant, ça a évolué quand même à un certain moment avec des vis en titane, parce que quelquefois nous avons des ruptures du transplant et on voulait faire
des IRM de contrôle, on n'arrivait pas avec des vis en acier. Et donc, on les fixait avec des vis en titane. Lorsqu'on met le greffon ici, on le fixe avec une vis, en bas avec une vis. Maintenant, l'ingénierie s'est très développée, donc on a des vis qui sont résorbables, qui se résorbent d'elles-mêmes au bout de 18 mois à 2 ans. Et dernièrement, même dans le service, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle l'endobouton, c'est un fil qui est robuste, qui est lié au ligament croisé, qui est donc tiré qui est plaqué contre une plaque sur les corticales, tibiales et fémorales. Donc généralement, ce sont les deux moyens de fixation les plus utilisés. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celles-là permettent une bonne fixation du transplant. Alors, je vais vous montrer une technique, une des techniques qu'on utilise, donc à travers un patient qui présente bien sûr un Lachman en arrêt mou, c'est-à-dire comme un tiroir antérieur, proche de l'extension. C'est ça ce qu'on appelle le laxité, ce qu'on recherche, et c'est ça ce qui se passe lorsque le patient donc marche sur un terrain irrégulier où il y a un risque que son genou le lâche. Et donc, le premier temps, vous voyez, par une courte incision, on va prélever ces tendons des ischio-jambiers, le droit interne demi-tendineux, à travers un stripper. Donc, c'est très esthétique, c'est une petite incision qu'on réalise. Et après, on va prendre ce tendon, on va le mettre sur la table, c'est-à-dire qu'on va le dévasculariser. Il serait mort. Et donc, à un certain moment, est-ce que ça va marcher? Oui. On va le nettoyer du reste qui reste du muscle qui est collé à lui, et donc on va le préparer sous forme de 4 brins pour que ça soit très robuste et que ce soit un diamètre minimum de 7 à 8 mm. 8 mm, c'est une bonne chose. Voilà sur la vidéo en bas, en train de préparer ce tendon. Vous voyez un petit peu à 4 brins qui est assez solide. C'est celui-là qu'on va faire rentrer dans le tibia et dans le fémur pour remplacer le ligament croisé antérieur. Donc, après, il y aura un temps arthroscopique. L'avantage de l'arthroscopie, c'est ce que ça va permettre de voir tout le genou. Donc, ça va permettre de commencer par voir la rotule, la trochlée, l'articulation fémoro-patellaire, est-ce qu'elle est arthrosique ou non. Donc, ça va nous permettre de jeter un coup d'œil sur le ménisque. Ici, si ce patient-là, on voit déjà qu'il a des lésions cartilagineuses puisque c'était une ligamentoplastie faite après 4 ans d'instabilité. On voit qu'il commence déjà à faire des lésions méniscales associées. Fort heureusement, ce sont des petites lésions méniscales donc, qu'on a grignotées sur le bord libre, mais ça n'a pas donné une grosse ménisectomie. Et donc, après, on va s'attaquer à l'échancrure. On va enlever ce qui reste du ligament croisé qui est inefficace. Donc, c'est par un couteau vert. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de préparer la partie fémorale de l'insertion du ligament croisé. C'est là où on va faire un trou pour faire rentrer le ligament croisé. Vous voyez un petit peu sur une vue arthroscopique, ça c'est le ligament croisé postérieur, et le ligament se croise, c'est pourquoi on les appelle ligaments croisés tout simplement. Et donc, je vais rajouter en quelque sorte. Voilà. Là, ici, on est en train de faire, on a fait le trou déjà fémoral, on est en train de le nettoyer. Donc, après, je pense que c'est là où on est en train de faire le trou fémoral. Hein. Voilà. En bas, on était en train de faire le trou tibial. Et après, donc, on va faire passer le transplant à travers le tunnel tibial et le tunnel fémoral. Vous le voyez ici en vue arthroscopique, le fixé en haut et en bas par des vis, comme j'utilise toujours, et par des endoboutons comme aime utiliser professeur Najib. Et à la fin de l'opération, on teste donc la tension du transplant. On voit très bien, c'est le même cas. Il y a une disparition complète de l'arrêt mou du test de Lachman-Trillant. Donc, une fois ce greffon il est mis en place, il faut savoir, nous, on le protège généralement au bout de 6 semaines. Hein. Donc, le patient il est autorisé à marcher, mais avec une orthèse du genou en extension pour éviter
le tiroir antérieur qui serait délétère pour le transplant. Éviter de tirer sur de façon active sur le transplant pendant 6 semaines, parce que 6 semaines, c'est le délai moyen de la fixation du greffon au niveau tibial et fémoral. Et entre 6 semaines et 3 mois, il y a ce qu'on appelle un phénomène de vascularisation, de synovialisation du tendon. Et ça m'est arrivé de revoir une de mes ligamentoplasties pour une lésion méniscale au bout d'1 an. Et j'ai trouvé pratiquement un ligament croisé qui est tout à fait normal, ce qui est décrit d'ailleurs dans tous les écrits, c'est que le ligament croisé, le néoligament, il redevient similaire à celui du bon Dieu. Que ce soit dans sa blancheur, que ce soit dans sa tension. Et bizarrement, donc, malgré le fait qu'on fasse sortir un tendon de l'organisme, qu'on le mette sur la table et qu'on le remet dans le genou du patient, il y a quand même un phénomène de ligamentisation qui se fait et qui est au maximum au bout de 2 ans. Chez les sportifs de haut niveau, on autorise donc les sports sans pivot au bout de 6 mois et je pense les sports à pivot contact entre 9 mois et 1 an. Donc, pour parler d'indication de ligamentoplastie, je pense dans le service, le maximum qu'on a fait quand même, un patient qui a 62 ans, lui a fait une ligamentoplastie. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Il faut prendre en compte le patient et surtout le facteur instabilité. Chaque fois qu'on a un patient qui est instable, il faudra quand même lui proposer une ligamentoplastie du LCA. Proposer une ligamentoplastie du LCA chaque fois qu'on a une lésion méniscale, une lésion des ligaments collatéral latéral, collatéral médiane et tout patient instable bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'on a évolué nous aussi dans notre chirurgie, à côté de la chirurgie plastique, maxillofaciale, rhinoplastie, mammoplastie, nous aussi on a un côté un peu esthétique. On reçoit des ligamentoplasties de jeunes filles, un DIDT reste une très bonne indication avec un préjudice cicatriciel qui est très peu délabrant. Et Amin Haris, qui à la fin de sa ligamentoplastie a salué l'équipe marocaine. Je vous remercie.